c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamy et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler d'abord une question. Nous allons vous parler du Brésil, de l'Amérique latine et des États-Unis. Ensuite, du Mexique et aussi avec des États-Unis. Ensuite, nous allons consacrer un côté littéraire à notre émission. On va dévoiler ça plus tard. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale du Chili, le 18 septembre, la fête de l'indépendance. Je laisse la parole à Béatrix pour nous poser la question. Oui. Est-ce que c'est états-unien ou américain? C'est un article dans Le Monde. La langue française, ce n'est pas l'étape de la loi. Les dictionnaires ne recommandent pas tous les mêmes règles et il n'est pas rare que chacun propose plusieurs graphies. Le vocabulaire que nous employons relève d'un choix et celui qu'utilise le journal Le Monde soulève toujours des questions. Un lecteur du Monde s'indignait que le journal ait écrit au moment de l'élection de Donald Trump que les Américains s'étaient prononcés. Ce qu'il critiquait, c'était l'utilisation du gentil américain. Usage revenant à priver les Brésiliens, les Mexicains, les Argentins, les Colombiens, les Chiliens et tous les autres habitants du nouveau continent de se dire également américains. Les États-Unis ne sont pas l'Amérique, écrivait-il. Politiquement, ils ne sont pas américains, mais états-uniens, argumente encore le lecteur. Récemment, l'appellation états-unien, avec ou sans trait d'union, s'est progressivement fait une place depuis les années 1980. Voilà, et à RLP, il y a un Américain et une dame française. Donc, c'est très international, américain et la France.
Javier Echecobar, d'origine péruvienne, mais lui aussi c'est un Américain de Pérou. Alors nous allons parler maintenant du Brésil. Il y a eu une conférence, n'est-ce pas Béatrice? Oui, 6e réunion organisée par la CEPAL, qui est la Commission économique pour l'Amérique latine. Le gouvernement brésilien et le Programme des Nations Unies pour le développement. À Brasilia, les ministres d'Amérique latine et des Caraïbes ont réclamé un nouveau multilatéralisme mettant l'accent sur les droits sociaux, la redistribution équitable des richesses et la démocratie face à la pauvreté et aux inégalités persistantes qui touchent des millions de personnes dans la région. La 6e conférence régionale sur le développement social, organisée par la CEPAL et le gouvernement brésilien, a réuni du 2 au 4 septembre dernier des représentants de toute l'Amérique latine et des Caraïbes. Depuis sa création en 2014, cet espace vise à renforcer la coopération régionale en matière de politique sociale et à examiner les inégalités, la pauvreté dans toutes ses dimensions. L'édition 2025 est devenue un appel à revoir les fondements du multilatéralisme, remettant en question un modèle qui, selon les participants, a cédé trop de place à de consensus minimaux et à des calculs diplomatiques sans impact réel. Dans ce contexte, la nécessité d'une nouvelle orientation a été mise sur la table. La conférence a mis en évidence les lacunes, mais aussi l'opportunité de construire un modèle régional plus audacieux. Les participants ont convenu que l'Amérique latine possède une expérience en matière de politique sociale qui peut servir de référence mondiale, mais qu'elle a besoin d'une plus grande coordination et d'une volonté politique plus forte. La 6e conférence laisse un message clair. L'Amérique latine doit faire entendre sa voix et agir avec audace. Rythme brésilien sur le son de Radio Libre en Périgord, émission N'oubliez pas, c'est l'émission L'autre Amérique. Et nous allons passer à un article écrit par Jean Kurlianski, n'est-ce pas Béatrice? Oui, Lui, sur la revue Espace Latinos. Il n'est pas tellement optimiste vis-à-vis de notre continent. Allez-y. Brésil, Équateur, Mexique, Venezuela ont été mis sous pression par Donald Trump et ses collaborateurs ces dernières semaines. Rien là de bien nouveau sans doute. Dès son arrivée en Maison-Blanche, Trump avait mis à l'index Hispanos à expulser, gouvernement latino-américain à recadrer sur le méridien états-unien. Cette insistance pérennisée, bien qu'elle se soit manifestée de façon différente d'un pays à l'autre, interroge l'Amérique latine L'Amérique latine est une périphérie géopolitique sans influence sur la diplomatie mondiale,
sans forces armées importantes, sans rayonnement économique particulier. La relecture des événements courants montre pourtant que l'Amérique latine a mobilisé le département d'État des Affaires étrangères et celui de la Défense, en dépit de la guerre d'Israël et du conflit européen entre Russie et Ukraine. Les initiatives commerciales de Donald Trump ont touché l'Amérique latine comme le reste du monde. Tout le monde a été mis au taux de base de plus 15%. Le Brésil, à plus 50%, fait exception. Cuba, déjà soumis à un sévère régime de sanctions, a été victime d'un tour de vie supplémentaire, tandis que le Venezuela, également sous sanctions, a pu réactiver ses activités pétrolières vers les États-Unis. La lutte contre le trafic des stupéfiants et les migrations vers les États-Unis ont justifié d'autres interventions. Un argument idéologique a été présenté par Trump. Le Brésil aurait pris un virage d'extrême gauche. Le Venezuela, lui aussi, confirmant un passé antidémocratique. On saisit mal la cohérence de ces initiatives et de ces déclarations. Oui, il est clair que Trump dit tout et n'importe quoi parfois, tout et son contraire parfois. Et nous ne sommes pas tellement d'accord avec ce qu'indique Jean Kurlianski dans cet article paru dans la revue Espace Latinos, parce que c'est vrai que l'armée des pays latino-américains ne sont pas très fortes, c'est vrai, mais une question, à quoi ça sert à vraiment avoir une armée? Je mets un pays, un exemple, le Chili. Pourquoi dépenser des millions d'argent pour avoir une armée qui n'utilise jamais les armes? Donc, il y a le pays, Costa Rica, n'est-ce pas, Béatrix, qui n'a pas d'armée depuis des années et il fonctionne sans problème. Voilà donc ce petit mini commentaire sur l'article de Jean Kurlianski qui fait partie de la Fondation Jean Jaurès à Paris et que nous avons interviewé depuis quelque temps déjà ici à Radio Libre en Périgord. Nous allons parler, Béatrix, sur le Mexique et les États-Unis, n'est-ce pas? Oui, les pays sortent gagnants de l'accord de sécurité scellé avec Washington. Le texte négocié entre le secrétaire d'État états-unien Marco Rubio et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum respecte l'intégrité du pays. Les commentateurs qui prédisaient une rencontre difficile face aux nombreuses critiques que les États-Unis n'allaient pas manquer d'exprimer ont dû reconnaître qu'ils étaient de nouveau bluffés par le talent de négociatrice de Claudia Sheinbaum face à Donald Trump. Après avoir évité des droits de douane punitifs, la présidente vient d'obtenir un accord appelé Programme de coopération sur la sécurité frontalière et l'application de la loi qui respecte la souveraineté du Mexique. Ce nouvel accord sur la sécurité entre les deux pays semble même avoir été écrit par la présidente mexicaine. C'est bien Madame Sheinbaum qui, depuis des mois, plaidait pour que le respect de la souveraineté, la responsabilité partagée et la confiance mutuelle définissent ce partenariat entre les deux voisins. Ces principes ont été repris tels quels dans le communiqué conjoint rédigé à propos de l'accord. La présidente a aussi obtenu que le trafic d'armes soit mentionné au même titre que le trafic de drogue, engageant les États-Unis à agir sur leur territoire, alors que la majorité des armes retrouvées sur les scènes de crimes au Mexique proviennent illégalement des États-Unis. Certes, la présidente mexicaine n'a pas obtenu de son voisin un accord global qui inclurait en plus la migration et le commerce. Ces deux aspects vont demander des mois de négociations.
Ah, vous êtes sur l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler un peu de littérature. Et une femme qui a eu le prix Nobel de littérature avant Pablo Neruda. Et c'est pour cela qu'il y avait dans les murs du Chili. Béatrice va vous expliquer ça. Oui, c'est un article qui est paru dans le magazine littéraire du journal Le Monde. Les poèmes pays. Dans Poèmes du Chili, Gabriela Mistral recrée la terre qui fut la sienne. Moins de Pablo Neruda, plus de Gabriela Mistral, a-t-on pu lire sur un mur de Santiago du Chili au moment des grandes manifestations de 2019 contre les inégalités. Un tel slogan ne remet pas en cause les combats politiques de Neruda, mais son comportement envers les femmes. À l'inverse, Gabriela Mistral, 1889-1957, est devenue depuis un peu plus d'une décennie une icône des luttes féministes, ce qui n'a pas toujours été le cas. Pendant des années, notamment sous la dictature de Pinochet entre 1973 et 1990, elle incarnait des valeurs conservatrices apparaissant comme la petite mère de tous les Chiliens. De sa poésie, on ne retenait que les textes les plus naïfs et traditionnels ou dans un sens conservateur, ce que faisait déjà l'Académie Nobel en lui attribuant son prix en 1945, couronnant pour la première fois une femme poète d'Amérique latine. Lorsqu'en 2009, sa correspondance avec Doris Dana est publiée, on découvre une femme passionnée et féministe dénonçant dans ses poèmes ou dans ses textes en prose toutes les formes d'oppression. Donc, Poèmes du Chili, une suite de 138 romances, a été composée pendant les 20 dernières années de la vie de Gabriela Mistral et publiée de façon posthume. Oui, merci Béatrix. Et nous allons lire un poème, ou deux peut-être, en fonction du temps, de Gabriela Mistral, donc prix Nobel de littérature avant Pablo Neruda, en 1945. D'abord en espagnol, ou peut-être plutôt en français d'abord, ça s'appelle Balade. Lui, avec une autre, je l'ai vu passer. Le vent restait doux, le chemin en paix, mais ses tristes yeux l'ont vu qui passait. Il en aime une autre sur la terre en fleurs. L'aubépine souffre, une chanson court, mais une autre il aime sur la terre en fleurs. Embrasser l'autre au bord de la mer, glisser sur les vagues la lune orangée. Mais mon sang n'a tant toute cette mer. Ira avec l'autre dans l'éternité. Les cieux seront doux, mais lui avec l'autre pour l'éternité. Et en espagnol, ça donne ceci. Él pasó con otra, yo le vi pasar. Siempre dulce el viento y el camino en paz. Y estos ojos míseros le vieron pasar. Él va amando a otra por la tierra en flor. Ha abierto el espino, pasa una canción. Y él va amando a otra por la tierra en flor. Él besó a la otra a orillas del mar, resbaló en las olas la luna de azahar, y no untó mi sangre la extensión del mar. Él irá con otra por la eternidad. Habrá cielos dulces, y él irá con otra por la eternidad. Voilà donc ce poème de Gabriela Mistral, parce qu'elle a eu une vie très, très mouvementée du point de vue des sentiments, des émotions. Un fiancé tout jeune s'est suicidé. Et il avait écrit, depuis 20 ans, je porte planté dans ma chair, poignard brûlant, un chant énorme, un chant aux crêtes des hautes mers. Voilà, donc Gabriela Mistral. Et nous allons entendre une chanson tirée d'un de ses poèmes, chantée par une autre, Gabriela Barrenechea, en espagnol, évidemment.
vamos a ser reinas, todas de 4 reinos sobre el mar. Rosalía, Efigenia y Lucila con Soledad. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar. Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. De los 4 reinos decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. 4 esposos desposarían por el tiempo de desposar, y eran reyes y cantadores como David, rey de Judá, y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol de pan, el guayacán no cortaríamos ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas, todas de 4 reinos sobre el mar. Rosalía, Efigenia y Lucila con Soledad. Todas íbamos a ser reinas de 4 reinos sobre el mar. Toutes nous allons être reines. Voilà ce qui nous chante Gabriela Barrenechea, poème sorti d'un recueil de poèmes de Gabriela Mistral. Et nous allons continuer encore dans le domaine de littérature au sujet d'un autre prix Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa. Oui, une dernière valse péruvienne avec Mario Vargas Llosa, mort en avril dernier. Un ultime roman plein de verbes et de musicalité. Cela fait 60 ans entre le premier et le dernier livre d'une œuvre magistrale qui en compte presque autant. C'est en effet en juin 1966, sous la couverture de la collection La Croix du Sud, que les éditions Gallimard publiaient un jeune Péruvien fraîchement installé à Paris, un certain Mario Vargas Llosa, dont le premier roman s'intitulait La ville et les chiens. Aujourd'hui, voici l'ultime roman du prix Nobel péruvien de l'Académie française, mort à Lima en avril à 89 ans. Nous extasierons, une fois de plus, sur la verve du conteur et l'étonnante capacité à se renouveler de Vargas Llosa. Derrière le romancier insatiable sans cesse à la tâche, on connaissait l'immense lecteur, le voyageur et l'amateur d'art. Avec son dernier roman, Je vous dédie mon silence, nous découvrons en lui une facette encore inconnue, celle de l'ethnomusicologue, spécialiste des musiques et des danses de folklore péruvien. De la côte pacifique aux Sierras andines ou à la jungle amazonienne, ce folklore joue un rôle clé dans l'histoire nationale. Qui savait par exemple qu'à l'époque coloniale, des crieurs publics, au lieu de lire les nouvelles, avaient coutume de les chanter? Qui savait que La Foule, cette chanson si connue interprétée par Édith Piaf, était en réalité la version française d'une valse composée à Lima dans les années 1930. Certaines des pages les plus frappantes du roman sont celles consacrées au silence. Pas celui de la tombe, mais celui révérentiel qui se fait dans une salle de concert avant que le pianiste n'enfonce la première touche. Vargas Llosa nous dédie ce silence pour que nul n'oublie sa voix. Très bien. Et on a rencontré à Biarritz il y a très très longtemps Mario Vargas Llosa qui nous a dédicacé un de ses livres. Voilà. Et nous allons passer à une chanson péruvienne.
avec des desserts de Pérou, en hommage à ce grand écrivain Mario Vargas Llosa. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.